Merci, merci professeur Ben Hussein pour cette introduction. Donc, l'idée de ce séminaire vient du fait que déjà l'IUAS a défini comme journée, comme thématique pour la journée internationale d'immunologie qui est prévue en avril 2026, elle a prévu la tolérance. Et donc, c'est pour ça que pour nous, la journée est aussi une reconnaissance pour l'importance de cette tolérance qui commence à prendre de plus en plus d'importance dans toutes les pathologies. Parce que la tolérance est un équilibre entre réagir et ne pas réagir. Le laboratoire Lycia a commencé à travailler un peu plus et à publier. Au début, on était plus déficit immunitaire avec les premiers doctorants, et maintenant, on a de plus en plus d'articles qui parlent de l'auto-immunité. Donc, on en a un peu moins de 10 actuellement qui sont publiés, mais on commence à s'intéresser à l'auto-immunité et aussi à la régulation. Et donc, on a 2 doctorants actuellement au laboratoire Lycia qui s'intéressent à la tolérance. Donc, la tolérance immunitaire, c'est quoi? Donc, c'est le fait que le système immunitaire ne réponde pas vis-à-vis d'un antigène. Et donc, cette tolérance est un processus qui est actif. Ça veut dire que le système immunitaire est capable de voir et de rencontrer cet antigène, mais il ne réagit pas vis-à-vis de cet antigène, contrairement à l'ignorance. Parce qu'on a des antigènes au niveau de l'organisme qui sont ignorés, comme par exemple au niveau du cerveau, au niveau de l'œil. Il y a des antigènes où le système immunitaire n'a pas accès. Et donc, il les ignore. Par contre, là, la vraie tolérance, c'est une tolérance où ça doit être actif. Il rencontre l'antigène, il peut interagir avec, mais il ne l'attaque pas. Et donc, la tolérance, qu'est-ce qu'on doit tolérer? Qu'est-ce que le système immunitaire doit tolérer? D'abord, il doit tolérer le soin. Toute cellule de l'organisme ne doit pas être attaquée par le système immunitaire. Et en dehors du soin, il y a du non-soin qui n'est pas pathologique, qui n'est pas pathogène. La flore commensale est du non-soin, mais qu'on ne doit pas attaquer. Aussi, tout ce qui est aliments. Le système immunitaire n'est pas fait pour attaquer des protéines de lait de vache ou du gluten ou de la fraise ou une fraise, mais donc c'est des choses aussi qu'on doit tolérer parce que c'est du non-soi qui n'est pas dangereux. Et donc pour tolérer, le système immunitaire a 2 niveaux de tolérance. Il y a une tolérance qu'on appelle la tolérance centrale et il y a une tolérance qu'on appelle une tolérance périphérique. Donc on va voir la tolérance centrale et on va voir la tolérance périphérique. Donc d'abord la tolérance centrale. La tolérance centrale, c'est une tolérance qu'on apprend aux lymphocytes dès leur production, avant qu'ils ne soient libérés en circulation. Donc un lymphocyte, dès qu'il est produit par la moelle, il doit d'abord passer par des étapes de vérification de sa tolérance avant d'être libéré en circulation. Et donc pourquoi un lymphocyte a besoin d'être vérifié avant sa libération? Donc d'abord, cette tolérance centrale, elle se fait au niveau, elle a été appelée centrale parce qu'elle se fait au niveau du thymus et au niveau de la moelle osseuse. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle centrale, parce qu'elle se fait au niveau des organes lymphoïdes centraux. Et elle consiste à l'élimination dès l'élaboration des lymphocytes autoréactifs dont le récepteur peut percevoir des signaux du soin. Et le mécanisme clé de cette tolérance centrale, et c'est ce qu'on appelle la sélection négative. Maintenant, donc je reviens à ma question de tout à l'heure, pourquoi les lymphocytes T et les B sont systématiquement vérifiés? Les lymphocytes T et B, le récepteur, même si c'est des lymphocytes qui appartiennent à l'immunité spécifique, ça veut dire que quand on a un contact avec un pneumocoque par exemple, on va produire une immunité contre ce pneumocoque et aussi contre le sérotype de ce pneumocoque. Mais les récepteurs du lymphocyte T et du lymphocyte B, ils sont produits avant la rencontre avec l'antigène. Donc on produit une spécificité du lymphocyte T et du lymphocyte B de manière aléatoire. Et ça, c'est le phénomène de réarrangement des gènes. Ça veut dire que durant la production des lymphocytes, on va produire des spécificités de manière aléatoire par un rapprochement de gènes, des gènes de variabilité, des gènes de diversité et des gènes de jonction, qui vont se rapprocher de manière aléatoire pour... Donc, si vous pouvez éteindre la lumière, parce que bon, c'est le principal. Donc les gènes des récepteurs TB, les gènes du récepteur vont se rapprocher de manière aléatoire pour produire une spécificité.
Et cette spécificité est produite au hasard avant la rencontre avec l'antigène. Et donc, quand on produit une spécificité au hasard, le risque, c'est qu'elle soit autoréactive, c'est qu'elle reconnaisse aussi des antigènes du soi. Et donc, pour éviter ça, il y a des étapes de sélection qui se font au niveau de la moelle et au niveau du thymus. Donc, pour le lymphocyte B, ça va se produire au niveau de la moelle. Donc, on va lui produire, durant sa maturation, donc vous voyez ici, il va subir cette étape de réarrangement, il va produire son récepteur, et donc il va devoir subir une sélection négative avant d'être libéré en circulation. Et donc, le lymphocyte B subit 2 étapes de sélection. On va d'abord lui présenter un auto-antigène. S'il interagit avec cet auto-antigène, il aura une deuxième chance et on va lui demander, donc il a une chance de réédition de son récepteur. Si au deuxième essai, il n'arrive pas à avoir un récepteur qui n'est pas autoréactif, il va finir par être éliminé par apoptose. Et donc, tous les lymphocytes la majorité des lymphocytes B qui vont être produits au niveau de la moelle vont être éliminés. Mais donc il y a une sélection qui est très non négligeable des lymphocytes B, mais on garde quand même certains lymphocytes B autoréactifs qui vont passer en circulation, donc malgré cette étape de sélection. Pour les lymphocytes T, la sélection va se faire au niveau du thymus. Donc le lymphocyte T, quand il est à un stade de précurseur thymique, donc il va passer au niveau du thymus où il va subir des étapes de sélection. C'est là où il va produire son récepteur du lymphocyte T, et c'est là où ce récepteur du lymphocyte T va être vérifié. Donc c'est la sélection négative encore une fois. Donc on va avoir les lymphocytes T à qui des cellules présentatrices d'antigènes vont présenter l'antigène au lymphocyte T. Et donc si le lymphocyte T interagit avec les molécules du soi, il va mourir par apoptose. S'il n'interagit pas avec les antigènes du soi, il va être libéré en circulation. Et ça, c'est la sélection négative. Ça veut dire qu'on va sélectionner les lymphocytes qui n'interagissent pas avec les antigènes du soi. Donc le lymphocyte T pour survivre ou le lymphocyte B ne doit pas interagir avec les antigènes du soi pour pouvoir survivre. Donc les antigènes au niveau du thymus, les antigènes de notre organisme ne sont pas tous représentés au niveau du thymus, et donc il y a des gènes qui permettent l'expression de certains antigènes au niveau du thymus, dont le gène R. Et donc le gène R est un gène qui permet l'expression de certains antigènes qui sont restreints à certains tissus. Par exemple, les glandes endocrines, on ne les retrouve pas au niveau des antigènes des glandes endocrines, n'existent pas au niveau du thymus, donc ce gène R permet de les exprimer au niveau du thymus. Et donc ce gène R, c'est un gène auto-immune regulator, donc toute mutation de ce gène R expose à des maladies auto-immunes par défaut de sélection négative des lymphocytes T et B au niveau du thymus, des lymphocytes T au niveau du thymus. Pardon. Après la tolérance centrale, il y a la tolérance périphérique. La tolérance périphérique, comme tout à l'heure je vous ai dit, il y a des lymphocytes autoréactifs qui vont échapper à la sélection centrale. Et ces lymphocytes autoréactifs, il va falloir les rattraper par des mécanismes de tolérance périphérique. Et donc ces mécanismes, ça va être soit l'inactivation du clone, donc le clone va devoir être inactivé, soit il doit être détruit, soit il va être régulé par les lymphocytes T régulateurs ou B régulateurs. Et donc on va voir chacun des 3 mécanismes. Donc d'abord l'énergie clonale. Et donc l'inactivation du clone. Un lymphocyte, quand il est à l'état naïf, c'est un lymphocyte naïf, c'est quoi? C'est un lymphocyte qui n'a jamais rencontré d'antigène. C'est un jeune recrue, donc il n'a pas d'expérience. Et un lymphocyte naïf, pour qu'il puisse être activé, il a besoin de 2 signaux. Il a besoin d'un signal antigénique, et donc ici vous avez le récepteur du lymphocyte T avec le complexe majeur d'histocompatibilité qui lui présente un peptide, et ceci représente le signal 1. Et ce lymphocyte naïf a besoin d'un signal de co-stimulation pour qu'il puisse être activé. En matière de tolérance périphérique, ces lymphocytes autoréactifs ne vont pas recevoir un signal de co-stimulation. Et comme ils ne recevront pas de signal de co-stimulation, non seulement ils ne vont pas s'activer, mais ils deviennent tolérants. Donc tout le clone va devenir inactif. Et c'est pour ça qu'on l'appelle l'anergie clonale. Donc ce clone va devenir inactif de manière définitive.
À côté de l'énergie clonale, il y a le deuxième phénomène qu'on appelait la destruction du clone. Donc si on n'arrive pas à rendre un clone énergique, il va falloir le détruire. Et donc la destruction consiste à l'élimination du clone par l'un des deux mécanismes. Donc on a soit l'activation ou la libération de protéines pro-apoptotiques mitochondriales. C'est des protéines quand le signal n'est pas adéquat. Les protéines pro-apoptotiques vont entraîner une lyse de la membrane mitochondriale et ça va l'entraîner une voie décaspase et donc la cellule va rentrer dans un état d'apoptose. Deuxième mécanisme pour détruire le clone, c'est de lui passer un signal de mort cellulaire par le biais du face ligand. Donc on va exprimer le ligand du récepteur de mort cellulaire. Et donc ça, c'est les deux mécanismes pour détruire un clone. Donc on a vu l'énergie clonale, qui est l'inactivation du clone, la destruction du clone. Et maintenant, on va un peu plus s'attarder sur la partie régulation du clone. Donc le clone peut être régulé par des cellules régulateurs. Et donc dans les cellules de régulation, il y a les cellules T-régulateurs et il y a les cellules B-régulateurs. On va commencer par les T-régulateurs et après on a les B-régulateurs. Donc les lymphocytes T-régulateurs est une population des lymphocytes TCD4. Donc c'est des lymphocytes CD4 qui ont la propriété d'inhiber la prolifération des lymphocytes effecteurs. Un lymphocyte effecteur est un lymphocyte qui est en pleine bataille, qui se bat contre un agent pathogène. Quand on a une réponse immunitaire qui est active, on a des lymphocytes effecteurs qui sont fonctionnels, mais quand l'état de danger s'arrête, donc on n'a plus de danger et qu'il faut arrêter la réponse immunitaire, les lymphocytes T régulateurs doivent inhiber ces lymphocytes effecteurs. Et donc c'est des cellules qui sont capables d'inhiber un lymphocyte qui est en pleine bataille, qui est activé. Et donc, les lymphocytes T régulateurs ont un phénotype qui est connu, donc ils sont reconnus par leur, puisque c'est des lymphocytes TCD4, donc ils sont CD4+, ils sont CD25 high et FOXP3 positif, ou on peut utiliser aussi le CD25 low si on n'a pas de marquage intracellulaire. Il y a deux types de lymphocytes T régulateurs. Il y a des lymphocytes qui sont produits directement au niveau du thymus, et on les appelle les T-reg, et on a les lymphocytes qui sont produits au cours de la différenciation des lymphocytes T naïfs, et donc on a les P T régulateurs. Mais sur le plan phénotypique, ils ont la même expression de molécules, donc on n'arrive pas à les différencier. Quand on fait une recherche des lymphocytes T régulateurs, sur le plan phénotypique, c'est la même chose. Donc, au niveau de fonction, comment fonctionne un lymphocyte T régulateur? Excusez-moi, j'ai oublié de modifier la mise en page, donc je suis étonnée comme vous de voir cette diapo. Mais l'essentiel est là. C'est comment fonctionne un lymphocyte T régulateur. Donc, soit par la libération de cytokines inhibitrices qui vont inhiber ce lymphocyte T régulateur. Donc, les cytokines, c'est le moyen de communication entre les lymphocytes. Donc, quand ils envoient des cytokines inhibitrices, donc il y a l'interleukine 10 comme cytokine d'inhibition, le TGF-bêta ou l'interleukine 35, c'est des cytokines qui vont inhiber l'activation de ce lymphocyte T effecteur. Soit ce lymphocyte T régulateur pourra neutraliser l'interleukine 2. L'interleukine 2 est une cytokine qui permet au lymphocyte T de proliférer. C'est une cytokine qui est produite par le lymphocyte lui-même, et c'est comme si on appelle ça une action autocrine. Donc il va produire une cytokine pour lui-même, pour proliférer. Et donc le lymphocyte T régulateur est capable d'exprimer un récepteur CD25, qui est le récepteur de l'interleukine 2, pour entraîner une neutralisation de l'interleukine 2 et empêcher la liaison avec le récepteur de l'interleukine 2 à la surface des lymphocytes T effecteurs. Et par ce moyen, c'est un moyen de blocage de la prolifération de ce lymphocyte T effecteur. Il y a un autre mécanisme d'action des lymphocytes T effecteurs, c'est l'inhibition de la costimulation. Les lymphocytes T régulateurs sont capables d'exprimer le CTLA4, et ce CTLA4 inhibe ou enlève tout ce qui est molécules de costimulation qui sont à la surface des lymphocytes T effecteurs, et donc ceci empêche la costimulation qui est essentielle pour l'activation des lymphocytes T naïfs. Donc ceci empêche l'activation de nouveaux lymphocytes naïfs, et donc ceci c'est par l'inhibition de la costimulation.
Il y a un dernier mécanisme qui est peu important par rapport aux autres, qui est la cytotoxicité. D'habitude, nous, on connaît comme cellules cytotoxiques, il y a des cellules NK et les lymphocytes TCD8, mais le lymphocyte T régulateur peut aussi entraîner une cytotoxicité directe, mais son rôle est beaucoup moins important que celui des autres mécanismes que j'ai cités précédemment. Maintenant, à côté des T régulateurs, il y a les lymphocytes B régulateurs. Les lymphocytes B régulateurs n'ont été identifiés de manière claire qu'en 2010. Donc, c'est des cellules qui ont été identifiées très récemment. Et contrairement aux lymphocytes T régulateurs qui ont un phénotype bien défini et on sait comment définir ces populations, les lymphocytes B régulateurs, c'est un moment de différenciation d'un sous-type de lymphocyte B. Donc, il n'y a pas une cellule B qui s'appelle vraiment lymphocyte B régulateur, mais c'est des cellules B soit transitionnelles, soit c'est des cellules B mémoire ou des plasmablastes qui, suite à un micro-environnement particulier, vont avoir un phénotype B-reg. Et ces cellules B-reg produisent des cytokines qui inhibent la réponse immunitaire, donc l'interleukine 10, l'interleukine 35 et le TGF-bêta. Donc, cette diapo est juste pour réinsister sur le fait que pour les B-reg, il n'y a pas de phénotype. Il n'y a pas un phénotype qui est... il n'y a pas un phénotype unique, mais c'est des populations de lymphocytes B qui, à un moment donné, vont acquérir cette fonction de régulation parce qu'il y a un besoin particulier au niveau de l'environnement. Donc, on peut avoir des B transitionnels, des B mémoires. Il y a les B-reg inductibles qui sont plus présentes au niveau intestinal, qui protègent contre tout ce qui est allergie alimentaire, et il y a les plasmablastes. Donc, comment agit un lymphocyte B régulateur? Un lymphocyte B régulateur peut agir par sécrétion de cytokines. Et donc, grâce à ces cytokines, il va soit inhiber les lymphocytes T effecteurs, donc il peut agir sur les T effecteurs. Il peut aussi favoriser le développement des lymphocytes T régulateurs, donc il induit l'expansion de ces lymphocytes T régulateurs et donc les lymphocytes T effecteurs naïfs peuvent devenir des lymphocytes T régulateurs suite à la sécrétion de cytokines par le B régulateur. Et aussi, il peut modifier les macrophages en une forme plus en un phénotype plus réparateur et donc réduire l'inflammation. Les lymphocytes B régulateurs peuvent avoir un rôle d'interagir directement avec les cellules et donc on peut avoir des interactions via des récepteurs. Notamment, c'est des récepteurs d'inhibition. Donc ici, vous avez le PDL1 qui est un inhibiteur direct de la cytotoxicité. On a ici pour la tolérance immunitaire, on peut avoir le CD1D et aussi on a le TIM1 pour tout ce qui est aussi qui favorise la production de l'interleukine 10. Donc les B régulateurs ont une fonction qui est beaucoup moins étudiée que celle des lymphocytes T régulateurs parce que c'est des cellules qui sont assez récentes et qui ont été décrites récemment, il y a une décennie. Donc pour résumer, donc dans la tolérance périphérique, pour rattraper les cellules autoréactives qui sont passées en périphérie, donc on peut soit inactiver le clone, soit détruire le clone, soit réguler le clone si ce clone n'est pas destructible ou on ne peut pas y agir sur ce clone de manière directe. Donc, je vais quand même finir ma présentation. Et donc, dernier élément sur lequel je voulais discuter et partager avec vous durant cette présentation, c'est le microbiote. Nous sommes un être qui est microbien, donc nous sommes faits beaucoup plus d'agents microbiens que de cellules, et donc nous avons un microbiote qui permet d'éduquer notre système immunitaire et de le rendre tolérant. Donc, et comme vous le savez, et comme on nous le répète à chaque fois, notre alimentation, elle conditionne le fonctionnement de notre microbiote. Et sachez qu'il y a certaines bactéries que nous avons au niveau intestinal qui permettent de maîtriser ou de tolérer et qui permettent de favoriser la tolérance. Donc, surtout quand on a une alimentation qui est riche en fibres, on a des bactéries
On a des bactéries commensales qui permettent la fermentation de ces fibres et la transformation de ces fibres, et donc la production de métabolites comme les AGCC, qui sont des acides gras à courte chaîne. Donc ces acides gras à courte chaîne sont très importants au niveau, ils vont agir au niveau épigénétique et vont favoriser l'expression du FOXP3 et la production de l'interleukine 10. Tout ça permet un renforcement et l'accumulation des lymphocytes T régulateurs coliques, et donc ceci va protéger et réduire l'inflammation au niveau intestinal. C'est pour ça que d'ailleurs, dernièrement, il y a certains traitements par greffe de sel. On peut greffer par des excréments. Pour certaines pathologies, comme les colites inflammatoires, on peut greffer par des excréments qui sont équilibrés sur le plan microbiote, et ceci induit une réduction des états de... Il y a une réduction des poussées. Donc je pense que le professeur Spahia pourra me confirmer après. On a besoin de protéger notre microbiote. Comme je vous ai dit, on est des êtres microbiens, on est porteurs de microbes beaucoup plus que de cellules. Et donc, on a intérêt à garder cet équilibre, et notre alimentation ne permet pas seulement de nous nourrir, mais aussi de nourrir notre microbiote, qui est très important pour notre système immunitaire. Donc, en conclusion, la tolérance immunitaire est un processus actif. Donc, le système est capable de rencontrer ces agents qu'il doit tolérer, mais il est capable aussi de les tolérer. Donc, c'est un grand diplomate. Il est capable de reconnaître les pathogènes et de les attaquer. Il est capable de reconnaître nos amis et de les garder et de les laisser en paix. Ceci repose sur une double sécurité. Donc, on a la tolérance centrale et la tolérance périphérique. Et ça implique plusieurs mécanismes complémentaires. Donc, quand on a une rupture de la tolérance lors d'une maladie auto-immune, il n'y a pas un seul mécanisme qui est touché, mais c'est une succession de plusieurs mécanismes qui vont faire qu'un patient va passer d'un état de tolérance vers un état d'auto-immunité. Et je vous remercie.